Et bonjour les amis, bienvenue sur ATVN, la télévision qui vous sourit pour ce JT du mois de juillet 2014, parce que nous n'avons pas fini de débroussailler cette jungle politico-financière. Eh bien, nous allons tenter d'y parvenir une nouvelle fois grâce au concours de mon compagnon de route, mon fidèle compagnon, mon ministre des Finances, j'ai nommé le grand Jean-Pierre Zapata, qui devrait nous apporter une grande nouvelle. Je dis bien qui devrait, parce que, en effet, l'Europe et son Parlement a mis fin au buy-out. Vous savez, cette mesure qui permettait à l'État de renflouer ses voyous de banquiers quand ils faisaient des conneries pour empêcher qu'ils fassent faillite. Rappelez-vous, 2008, la crise des subprimes, ils ont prélevé des centaines de milliards dans les poches des pauvres contribuables que nous sommes. Près de 445 milliards nous avions annoncé ici même et nous étions peut-être loin du compte. Eh bien, c'est fini, cette injustice appartient au passé, appartiendrait au passé. Le buy-out est mort, vive le buy-in. Qu'est-ce que le buy-in, Jean-Pierre ? Bon, alors c'est quoi le buy-in? Le buy-in, c'est un renflouement de l'intérieur. Ça veut dire que le banquier qui est en passe de faire faillite, eh bien, il va se renflouer de l'intérieur. C'est-à-dire, il va ponctionner 10% sous les conseils du FMI, il conseille 10%. Il va ponctionner les actionnaires. Alors pour les PME, PMI, industrie, etc., il y a un aménagement dont je n'ai pas connaissance, mais ils seront probablement ponctionnés aussi, et tous les déposants, c'est-à-dire tous les clients de la banque. Alors ceux-là, aujourd'hui, ils ont une sécurité, on appelle ça une assiette, en dessous duquel ils ne seront pas ponctionnés, et qui est de 100 000 euros. C'est-à-dire ceux qui auront moins de 100 000 euros ne seront pas ponctionnés, ceux qui auront plus seront ponctionnés sur la totalité de ce plus à hauteur de 10%. C'est ça le buy-in. Et puis en plus, il y a plus de déposants que de contribuables. Donc le banquier, il est sûr, comme il est assis sur votre argent, il est sûr de pouvoir se renflouer. Parce que en plus, vous n'aurez pas de recours. Aujourd'hui, c'est fini, ça a été voté. Pourquoi vous n'avez pas de recours? Parce que quand vous confiez de l'argent à votre banque, il est dit dans les textes que vous avez du mal à lire, probablement, il est dit que vous lui prêtez vos sous. Donc il met en réserve 8 ou 9% au cas où vous avez besoin de sous, mais le reste, vous lui faites un prêt. Et lui s'engage quand même à garder un peu de liquidité pour vos besoins, et puis s'engage à vous le restituer, votre argent, si possible. Et s'il ne peut pas, il ponctionne. Donc tous les contribuables dont la banque sera à deux doigts de faire faillite ou qui aura besoin de liquidité, eh bien seront ponctionnés. Eh bien, dis donc, ça sent le piège à plein nez, ça sent l'arrivée d'une nouvelle crise bancaire, ça, mon bon Jean-Pierre. Ton buy-in, tu peux te le garder, j'ai l'impression. Bon, ça a été voté, on sera obligé d'y passer. Faisons le point, tu parles de deux seuils. Un de 100 000 euros qui me paraît faible, moi. Bon, ça peut paraître important pour certains d'entre vous, mais je pense que ce n'est pas grand-chose pour beaucoup d'entre nous. Et d'ailleurs, les banquiers, ce n'est pas des couillons, les statistiques sont là, ils ont bien dû se rendre compte qu'il y a pas mal d'entre nous qui avons 100 000 euros de côté, parce que si on regarde bien, ce n'est pas grand-chose. Effectivement, c'est les économies d'une toute une vie de travail, c'est la vente d'un bien immobilier, c'est la vente d'un fonds de commerce, on y est vite à 100 000 euros. Bon, pour moi, il est trop bas. Par contre, le seuil de 10% de prélèvement, celui-là, je le trouve élevé. 10 000 euros d'un coup, là, ma foi, c'est pas rien. Et en échange, je sais pas, vous avez peut-être des actions, mais je ne crois pas que vous soyez gagnant. Mais je m'interpelle aussi sur autre chose, c'est que en France, on a l'habitude de changer les seuils, les lois aussi vite qu'elles ont été pondues, et même avec effet rétroactif qui plus est. A-t-on des garanties de ces seuils qui sont quand même moyens, au moins la garantie qui ne soit pas pire? Alors 100 000 euros, c'est quand même une belle sécurité pour beaucoup de gens, donc ça vous permet de dormir tranquille. C'est l'assiette en dessous duquel on ne vous prélèvera pas. Quoique, si la banque estime que ces ponctions ne sont pas suffisantes, eh bien l'assiette peut changer de montant. Ils peuvent le faire. C'était le cas. Avant, cette assiette était de 20 000 euros. Et puis, en 2008, elle est passée à 50. Et puis, pour rassurer le monde, une fois qu'ils ont payé les banques, ils l'ont passée à 100 000. Voilà. Mais ce même schéma
peut se produire dans le sens inverse. Imaginez que la banque en passe de faire faillite, prélève au-delà de 100 000 euros et estime que ce n'est pas suffisant, elle va demander, elle obtiendra bien entendu que cette assiette soit portée à 50 000, voire 20 000, voire zéro. Ce qui s'est passé à Chypre. À Chypre, eh bien, ils devaient prélever 10% sur certains montants, et puis ils sont montés à 60, ils ont modifié les montants, enfin bon, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc 100 000 euros, c'est une garantie annoncée par l'État, par nos gouvernants, mais je pense que c'est une annonce politique. Hein, c'est pas une... C'est pas une sécurité, oui. En parlant de l'État, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'il ne pipe mot sur ce type de mesures. Quand même, ça intéresse du monde, ça, tu l'as dit, il y a plus de déposants que de contribuables. Et les médias traditionnels encore moins. C'est silence radio, silence politico-médiatique. Ça, c'est pas une bonne affaire. Et en même temps, on ne connaît pas la date d'application de cette mesure, parce que là, peut-être, elle est déjà en cours, il y a peut-être un effet rétroactif en plus. Il y a quelque chose à nous dire là? Alors, ce buy-in, normalement, devait prendre effet au 1er janvier 2018. Mais vu les manipulations, vu le fonctionnement des banques aujourd'hui, il a été ramené à janvier 2016. Alors, pourquoi il a été ramené à janvier 2016? Eh bien, parce que les économistes tirent la sonnette d'alarme, ils s'aperçoivent que les banquiers recommencent à faire des produits dérivés à tire-larigot, notamment les banquiers français, à faire de la titrisation, etc. Donc, ça veut dire que si c'est pour 2016, attendez-vous dans les 2 ans qui viennent, encore une nouvelle fois, une catastrophe bancaire. Rien que ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ça vous fait réfléchir, du moins je l'espère. Eh bien oui, j'ai une autre réflexion, et ceux qui nous regardent doivent avoir certainement la même. Mais c'est facile, maintenant qu'on est prévenu de ce que tu viens de dire, de changer de banque. Même si c'est un peu difficile à changer, je ne sais pas. On va s'intéresser de plus en plus à la santé des banques. Mais alors, je me dis, les banquiers qui ne sont pas des couillons, ils ont dû prévoir ce phénomène de cascade, de boule de neige que pourrait entraîner leur mauvaise santé. Parce que, si on a bien écouté ce que tu dis, il vaut mieux, dès qu'on apprend qu'une banque est en difficulté, aller retirer ses billes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, les banquiers, pour empêcher ce phénomène? Il y a quelque chose, hein, parce que c'est double tranchant pour eux, ça peut précipiter leur faillite. Alors, tu as raison, aujourd'hui, ne serait-ce que BNP Paribas, je veux dire, il y a des gens qui vont probablement partir de ces grosses banques, parce qu'au plus elles sont grosses, au plus elles sont dangereuses. Mais pas tant que ça, Max, et les banquiers le savent. Je te donne un exemple. Tu as à peu près 50% des gens qui quittent leur femme ou leur mari, qui ne sont pas fidèles. Or, tu as que 17% des gens qui quittent leur banque dans leur vie. Mais c'est énorme. Pourtant, au niveau mensonge et au niveau tromperie, il n'y a pas photo. Hein, des deux côtés, c'est rituel. Et pourtant, 17%. Donc, le banquier se dit, bon, 17%, de toute façon, le temps qu'ils s'en aperçoivent, ils auront été prélevés. Ils ne vont pas changer au risque d'être prélevés à nouveau dans une autre banque. Non, il n'y a pas si danger que ça de ces départs. Ou alors, avant 2016, effectivement. À partir, messieurs, partez avant 2016. Mais partir où? Alors, tu as raison. Oui, partir où, tu vas nous le dire, j'espère. Mais c'est vrai que c'est difficile de se séparer d'une banque. J'en ai eu l'expérience dernièrement, parce qu'avec ces prélèvements automatiques, il faut avertir tous ces fournisseurs, enfin moi qui suis artisan, il faut avertir l'EDF, il faut avertir le téléphone, il faut avertir le RSI. J'ai mis des mois pour prévenir tout ce beau monde du changement de compte bancaire. Ça m'a pris, alors le RSI, eux, m'ont pris la tête, il faut faire des relances sans arrêt. C'est vrai que j'aimerais rechanger de banque, mais je ne le fais pas parce que c'est trop lourd, c'est épuisant. Et là-dessus, les banquiers, je pense qu'ils jouent là-dessus. Bon, tu nous dis pour aller où? Au dernier JT, je vous rappelle qu'ils sont tous archivés, je vous conseille les 2 derniers. Tu nous avais parlé d'un classement mondial, notamment tu avais signalé que la Société Générale était la plus mal notée. Bon, alors est-ce qu'on ne peut pas se fier à ce classement? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres pour choisir une bonne banque?
Prenons par exemple le top 50 des meilleures banques les mieux gérées, les plus fiables au monde. Dans le top 50, eh ben, toutes les banques classiques que l'on connaît ont disparu. Alors je ne dis pas la BNP Générale, toutes les grosses banques, Crédit Agricole, Lyonnais, etc. ont disparu depuis longtemps. Il n'en reste que deux. Alors est-ce qu'il faut aller vers celles-là? En tout cas, elles sont encore et toujours. Pourtant, elles ne sont pas énormes, elles sont toujours dans le top 50. Je vais vous les citer, hein, même si je ne veux pas leur faire la pub. Il y a la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas une banque ouverte au grand public, et le Crédit Mutuel, qui sont toujours dans le top 50. Après, vous avez des petites banques locales. Sur Marseille, vous avez plus de chance parce que il y a Banque Martin Morel, etc. C'est des banques qui sont restées banquiers traditionnels. Alors oui, il y en a d'autres. Ça ne veut pas dire ça que toutes les banques, même relativement grosses, vont faire faillite demain. Mais de toute façon, il y en aura. Dans les 2 ans qui viennent, on va remettre au pot. Alors, est-ce que vous serez dans la mauvaise ou dans la bonne? Je ne sais pas. Tu sais pas, tu ne veux pas tout savoir, mon bon Jean-Pierre. Mais, bon, on peut déjà, tu nous as bien ouvert les yeux, est-ce que tu pourrais nous ouvrir d'autres pistes en termes de placement? Pas forcément de banque, de placement, tout simplement. Premièrement, eh bien, si vous avez des placements dans votre banque, évitez d'avoir plus de 100 000 euros. Premièrement. Et puis deuxièmement, il n'y a pas que les banques, hein. Surtout que la rentabilité dans des banques est souvent assez éloignée de certaines bonnes compagnies d'assurance ou autres types de placements immobiliers ou autres. Bon, très bien. Alors, si je fais un premier bilan, tu nous déconseilles, ou du moins tu nous conseilles de fuir comme la peste les grosses banques. Je crois qu'en France, il y en a 4 ou 5, je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez. Et tu nous conseilles aussi de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, de mieux répartir son argent. Ok, merci. Et merci de nous avoir alertés sur ce danger imminent que le buy-in semble nous poser. Mais moi, je me mets à ma place, je pense que je corresponds à beaucoup de monde. Quand je vais voir un banquier, pour lui demander la bonne opération, lui, il va m'embrouiller. Hein. Il va me faire miroiter des placements mirifiques, et puis entre les lignes, il sera écrit exactement le contraire. Donc, on ne peut pas leur faire confiance, tu l'as dit, ce sont des menteurs. Alors, est-ce qu'il y a moyen de trouver le conseil, le bon conseil? Voilà, c'est ça que j'ai besoin pour qu'on puisse vraiment être éclairé sur le choix de placement comme tu nous l'as suggéré. Il existe une profession indépendante qui s'appelle les conseils en gestion de patrimoine. Il y en a partout en France, 3000 ou 4000 conseils en gestion de patrimoine indépendants. Ceux-là, eh bien, ils sont là pour gérer les patrimoines. Ils ne vont pas parler pour leur propre paroisse. Ce n'est pas des banquiers, ce n'est pas des assureurs, c'est un peu tout à la fois. Mais ceux-là vont pouvoir vous conseiller. Ça ne coûte rien. Je vous conseille, moi, de commencer par ça. Vous avez 2 ans pour le faire, mais peut-être moins. Je vous conseille de regarder sur Internet les conseils en gestion de patrimoine de votre département. Vous allez en voir un, vous allez en voir 2, vous allez en voir 3, peu importe, vous serez bien accueillis et vous aurez une vision peut-être un peu plus claire, en tout cas plus simple, avec des explications claires et probablement pragmatiques qui vont vous aider. Eh bien, merci Jean-Pierre pour encore une fois ce remarquable exposé que tu nous as fait sur le buy-in et puis les dangers qui vont avec. Moi, je vais rajouter un autre conseil. Il m'a permis de le faire, Jean-Pierre, c'est qu'il a une agence de conseil en gestion de patrimoine. Et comme vous avez vu, ce garçon, il a de la bouteille, il connaît toutes les ficelles, il a un réseau. Il saura vous apporter le bon conseil, gratuitement, bien entendu. Il saura aussi vous conseiller des confrères, suivant où vous êtes. Alors, n'hésitez pas de le faire à travers ATV1. Je ne vais pas vous donner ses coordonnées propres, ni le nom de son agence. Vous passez par ATV1, vous avez toutes les coordonnées là, et puis je vous mettrai en contact avec lui. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez bien écouté ce qu'il a dit, non seulement il faut le faire, mais il faut le faire rapidement, c'est imminent. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce JT?
Eh bien, c'est que dorénavant, à partir du moment où vous allez confier de l'argent à votre banque, eh bien, vous n'êtes pas sûr de le revoir, du moins en totalité. Deux, c'est que c'est vous les prêteurs maintenant, c'est plus la banque qui vous prête, finalement, c'est vous qui leur prêtez de l'argent, et eux, ils vous promettent de le rendre quand ils en auront la possibilité. Alors, si vous avez bien écouté, on l'avait déjà dit, ils ont obtenu le droit de n'avoir en réserve que 8 ou 9% de votre dépôt de liquidité. C'est ce qui va compliquer la chose. Vous qui êtes sur ATVE régulièrement et qui apprenez ça, qui allez vite retirer vos billets dans la banque que vous vous sentez en grande difficulté, les premiers vont peut-être avoir la totalité de leur dépôt, mais par la suite, les banquiers, ils vont faire que nenni, ils vont dire « Ah non, 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 on vous donne que 8 ou 9% que ce que vous avez besoin ». C'est ça qui va se passer. Et c'est ça aussi qui fait que les banquiers, ils ont tendu un piège énorme. Ça fait un moment qu'ils ont mis toutes les lois de leur côté, grâce à nos dirigeants, qu'ils ont mis en place, forcément. Et on va être coincés, on va être pris au piège, ils vont faire ce qu'ils veulent. De toute façon, je ne vois pas pourquoi ils s'en priveraient, personne ne dit rien. Donc attention, s'il y a une opération à faire, c'est maintenant qu'il faut la faire. On aura peut-être la chance de pouvoir récupérer nos billets, mais plus tard, je pense qu'on est foutu. Autre chose que je voudrais dire, bon, le buy-out, bien entendu, ce n'était pas une bonne solution, puisque c'était nous qui payons. Le buy-in, eh bien, ce n'est pas une meilleure solution non plus, vous l'avez vu. Ils vont se servir directement sur votre compte. Et comme les gens, en principe, eh bien, ils portent leur argent aux banques, on est marron, pareil. Sauf que les banquiers, ils n'auront même plus besoin de demander la permission, ils vont se servir eux-mêmes. La seule solution, on l'a déjà dit dans le JT précédent, c'est que quand une banque fait faillite, c'est de la laisser faire faillite et de la racheter. Voilà, elle ne vaut plus rien puisqu'elle a fait faillite. Une boîte qui fait faillite, elle ne vaut plus rien. C'est ce qu'aurait dû faire Sarkozy en 2008, racheter les banques. Ça aurait coûté une misère, 60 milliards, même pas, puisqu'en vendant les périphériques comme les assurances dont on n'avait pas besoin, ça aurait coûté peut-être que 40 milliards. Et on remettait la main sur la création de monnaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait relancer l'économie. Comment? Eh bien, en aidant les PME, PMI, en aidant les particuliers. Et ici, eh bien, la croissance serait revenue, la relance était là, l'emploi serait reparti à la hausse, etc., etc. Seulement, qu'est-ce qu'ils font nos banquiers? Eux, ça ne les intéresse pas, les PME, PMI, les particuliers. Non, non, non. Eux, ce qu'ils veulent, ce sont des placements à haut risque, à caractère spéculatif, qui rapporte beaucoup, beaucoup d'oseille. Eh oui. Bon, avec le risque que cette bulle spéculative leur pète la figure. Mais vous avez vu, un coup, on les a renfloués. Là, maintenant, ils ont l'assurance de pouvoir piocher l'argent quand il leur en manquera. Donc, ils ne vont pas se gêner de continuer à faire des produits dérivés, de la titrisation. Et bien entendu, ils gagnent un maximum d'argent quand ça marche. Ouais, il faut. Qu'est-ce qu'ils en font de ce pognon? Je me demande. Il a parlé des grosses banques. Ils font un concours, ils sont en compétition. Quelle est la banque qui va être la plus grosse? Voilà, ils en sont là. Ce sont des cupides, ce sont des voyous. Quoi. Ils s'en tapent si vous ne pouvez pas manger, si vous n'avez plus rien dans votre assiette. Ils s'en foutent. Alors c'est dommage parce que les solutions sont là. Il suffirait que nos dirigeants dirigent, seulement ils ne dirigent pas, ils sont dirigés par ceux qui les ont mis en place, c'est-à-dire la puissance financière. Voilà, on ne s'en sortira pas. Alors là, ça commence à bien faire, parce que d'un côté, notre classe dirigeante, de droite comme de gauche, elle nous fait les poches avec des taxes, des surtaxes, des impôts de toutes sortes. Bientôt, ils vont nous taxer l'air que l'on respire. De l'autre côté, maintenant, eh bien, les banquiers, ils vont confisquer nos économies. Où on va, quoi. Alors ce système, je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, parce qu'il ne fait que fabriquer des pauvres, toujours plus de pauvres, et enrichir de plus en plus les riches, et les quelques riches qu'il y a. Donc pour moi c'est intenable, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Soit il faut se barrer de ce pays, parce qu'on ne bouge pas. Mais non de Dieu, on est plus nombreux que qu'est-ce qu'on attend pour le vrai changement. Parce que là, si on ne bouge pas, c'est qu'on est trop con, quoi. Bon, on n'a que ce qu'on mérite. Tant pis, tant pis pour nous, voilà. Je pense qu'il y a certainement moyen de faire quelque chose. Bon, c'est pas simple à mettre en place, et même pas en attendant, jusqu'où ils vont aller, et jusqu'où on va les laisser aller. Voilà la question. Bon allez, je ne vais pas vous casser le moral davantage, je ne vais pas vous gâcher vos vacances, je vous souhaite un bel été, loin des tempêtes comme celle qu'on vient d'essuyer là dans notre région. Bon, je suis vraiment navré pour tous mes amis viticulteurs, agriculteurs qui ont perdu tous leurs biens. Bon, il y a eu même des morts.
c'est une catastrophe. Mais bon, là aussi, c'est une injustice. La nature qui se rebelle, et oui, elle aussi, elle a peut-être des droits de se rebeller. Bon, le beau temps va revenir, je l'espère, sur toute la France. Je vous souhaite donc de bonnes vacances et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort.